lancer dans une telle aventure à l'ère actuelle avec toutes les difficultés qui sont liées à la réinformation, sans ressources publicitaires, avec et forcément que des critiques, on tire dans les pattes entre guillemets. Donc c'est vrai que Philippe, à l'instar du parcours de sa vie, c'est un homme qui a fait beaucoup de politique, je crois que ça n'est pas vraiment un secret, mais ce que j'admire, entre autres en lui, c'est que c'est un homme libre, tel que partout où il est passé, à chaque fois que les objectifs du parti étaient trahis, n'étaient plus ceux pour lesquels il s'était engagé, il partait. Voilà, ça c'est la liberté et je crois qu'on peut l'apprécier. Alors, je ne suis pas d'accord avec toutes les positions politiques ou philosophiques de Philippe, mais je reconnais que c'est une des plus brillantes intelligences qui m'a été donnée de rencontrer et j'en suis ravie. Voilà. Et que c'est un ami fidèle et que nous, comme avec Hugues, comme avec tant d'autres, comme avec tous ces intervenants d'aujourd'hui, nous vivons un parcours de solidarité, de militantisme qui fait du bien. Je vous lirai la phrase que j'ai choisie de Philippe. Il est temps pour les patriotes de dépasser les querelles de chapelle ou égos individuels boursouflés et de désigner l'ennemi commun. Il est temps également de comprendre que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous sépare. Mesdames et messieurs, après l'introduction de Christine, ma mission est tout à fait impossible maintenant. Je la remercie néanmoins de ce panégyrique antémortem qu'elle a cru bon de me faire. Je voudrais commencer mon propos par une sorte de démonstration à partir de 3 livres. Puisque le thème qui m'est imparti, c'est les médias alternatifs en qualité et en tant que garant de la liberté d'expression. 3 livres, je pense, illustrent parfaitement ce thème. Le premier, qui est sûrement le plus connu, La tyrannie médiatique de Jean-Yves Le Gallou. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore, je crois qu'il en reste quelques exemplaires en vente. Livre de fond, livre de chevet sur ce sujet. Le second, peut-être moins connu, est sorti aux éditions Picolet en 2e édition très récemment, de Benjamin Dorman. Ils ont acheté la presse. Ils ont acheté la presse. Inutile de vous dire qu'il ne s'agit pas d'une coopérative d'hommes libres européens et français, mais qu'ils ont acheté la presse. Il s'agit de groupes ou de personnalités transnationales ayant relativement peu d'attache avec l'expression et la liberté. Et puis le troisième qui retient particulièrement mon attention par l'acuité de son analyse est le livre qui vient de sortir de Laurent Oberton, tout à fait remarquable ouvrage, La France et l'Europe. Puisque liberté d'expression il y a, je ne voudrais pas manquer dans ce lieu où il convient de saluer le propriétaire qui a accepté de louer des salles que bien d'autres ne louent plus, au nom de la liberté sûrement. Je voudrais, tout en ayant salué le propriétaire, remarquer, mais ça c'est ma liberté d'expression, je pense, que le nom d'un agent américain nommé Jean Monnet est en gros à l'Europe ce que le rap est à la tétralogie. Mesdames et messieurs, garant, médias alternatifs garant de la liberté d'expression, c'est donc d'abord regarder ensemble qui sont à l'opposé les médias de propagande, ce qu'on appelle le mainstream, les médias de propagande. C'est ensuite voir l'existence et le développement et l'espérance que représentent les médias alternatifs. Les médias de propagande, c'est une sorte de couple à 3. C'est une sorte de couple à 3, et comme vous le savez, dans les couples à 3,
il y a en général quelqu'un ou quelqu'une qui est en dessous et deux autres qui sont en dessus. Dans le couple à trois dont je veux parler, il s'agit, et vous l'avez déjà compris, de la politique, de l'argent et des médias. Voilà le couple à trois, ce trio qui domine, gouverne, ou en tout cas est la référence qui nous est présentée. Bien d'ores et déjà, nous pouvons regarder qui est en dessous, qui ne compte plus, si ce n'est pour la jouissance, l'exécution et somme toute la domination accomplie, c'est bien entendu le politique. Il est bien loin le temps où le prince ou l'empereur, il est bien loin le temps où le président disait aux valets et aux puissances de l'argent « Couchez-vous, c'est moi le patron ». Il est bien loin ce temps-là. L'argent, oui, mais dans une sorte de match de complémentarité, d'amusement, de domination aussi, avec les médias. Et venons-en à ces médias dont on peut penser qu'ils sont aujourd'hui, non pas le quatrième, non pas le troisième, non pas le second, mais le premier pouvoir réel. À quoi reconnaît-on, mesdames et messieurs, chers amis, ce qu'est le pouvoir ? Le pouvoir dit politique est celui qui trace les lois, qui trace les règles, qui définit ce qui est bon pour la société, ce qui est vrai, ce qui est beau, ce qui est juste. C'est celui qui dit « vous serez en vie et vous serez au-dessus » ou pour toi c'est la mort sociale et le bannissement. Là est le pouvoir. Eh bien maintenant, regardons ensemble. Allez, si vous l'acceptez, nous allons quelques minutes jouer ensemble et voir et valider quel est effectivement ce pouvoir des médias. Allez, on y va. Un titre, dans un journal du soir, interview en double page du crâne. Le crâne, vous savez, c'est le comité représentatif des associations noires. Alors je vais vous demander dans le jeu de dire ça c'est bien, en levant comme ça, c'est bien, ou ça non, c'est pas bien, tel que les médias le définissent. Alors, l'interview du crâne, mesdames et messieurs, c'est bien. Ah, ils n'ont rien compris, hein. Parce que vous êtes contre. Ça, c'est parce que vous êtes contre le pouvoir, parce que vous êtes contre le mainstream. Mais du point de vue du mainstream, interviewer le représentant d'une association dont le point de ralliement est explicitement lié à la race, puisque c'est une association noire. Dans le mainstream, je le répète, c'est bien. Imaginons, mesdames et messieurs, que se crée un comité de représentation et de défense des Blancs de France. Alors là, bien évidemment, on verrait éructer nos excellences médiatiques au cri de « surtout pas ça ». Aller dîner au CRIF, c'est plutôt bien. Ah, ils y vont tous, donc c'est plutôt bien. Constituer, développer, créer des assemblées, doter de moyens, le conseil du culte musulman. Oh, écoutez, franchement, pour nos médias, c'est bien. Développer en France, en Europe, le planning familial, la liberté pour tous, c'est bien. Considérez, mesdames et messieurs, que la démographie africaine, passant ainsi de 1 milliard en début de siècle à 4 ou 5 milliards d'Africains à la fin du siècle, en tout cas selon les projections qui sont faites et le rythme de naissance, et donc peut-être penser qu'un sujet qui pourrait faire l'objet d'une discussion, d'un débat, d'une ouverture, d'un regard simplement, permettant par exemple de développer des associations humanitaires apportant la bonne parole et la libération de la femme africaine au travers du planning familial en Afrique. Ça, c'est pas bien du tout. C'est pas bien du tout d'ailleurs. C'est tellement pas bien qu'on n'en parle jamais. 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 Voilà. L'art contemporain. Jacques Lang. C'est bien. La défense du patrimoine, c'est un peu ringard. Des groupes d'extrême gauche qui manifestent contre les violences policières dans les rues des principales villes de France. Oh, écoutez, ça mérite un bon compte-rendu, une bonne caméra, quelques entretiens, et puis au hasard on filme des CRS bien casqués, bien mauvais, ils ont des sales gueules, épouvantables.
des braves gens qui font de l'autodéfense chez eux et qui virent quelques roms de passage, ah ça c'est pas bien du tout. Ah du tout. Et puis, que penser de la nécessité absolue de l'échange international? Les hommes doivent circuler, les marchandises doivent circuler, les capitaux doivent circuler, tout doit circuler. Plus ça circule, meilleur c'est. Le protectionnisme, quel vilain mot. Se protéger, ah non, pas là-dessus, c'est mal. On pourrait multiplier ainsi les exemples et les repérer autour de mots phares qui sont répétés sur tous nos médias de propagande au moins 3 fois par jour. Par exemple, Michel Houellebecq, qui était un des plus grands talents de notre époque, est devenu un écrivain controversé. On ne sait pas par qui il est controversé, mais il est controversé. Ça, c'est depuis qu'il écrit des choses controversables, sûrement. Quant à Zemmour, alors là, Zemmour, un critique magnifique des temps modernes, invité sur toutes les chaînes, débattant de toutes choses. Mais depuis un certain bouquin, Zemmour, maintenant, il est un peu nauséabond. On voit ainsi, au travers de ces quelques exemples, que l'on multipliait à l'envi pendant des heures, on voit ainsi que nos médias de propagande ont organisé véritablement l'ordre moderne et obligatoire du bien et du mal. Ils ont la capacité de désigner des gens pour leur montrer à quel point, ne s'étant pas amendés à temps, ils méritent la mort sociale qui leur est réservée par les médias. Ils ont donc le pouvoir du bien, du mal, de la vie, de la mort. Ils ont le pouvoir. C'est un pouvoir, vous le remarquerez, qui est un pouvoir devenu parfaitement totalitaire. Quelle est la caractéristique du totalitarisme? C'est qu'on ne peut pas s'exprimer autrement, dire autrement, et que, somme toute, si on tente de le faire, on est au banc de la société, on est brûlé, enfin, on a un problème tout à fait majeur. Quel est le comble du totalitarisme? C'est d'arriver à ce que les sujets du totalitarisme s'auto-censurent eux-mêmes, arriver à la castration chimique mentale, n'est-ce pas? Et cela n'est-il pas quelque part, comme Laurent Oberton le développe avec bonheur, le point d'aboutissement où nous-mêmes n'osons plus dire ce que nous pensons, ce que nous ressentons, ce que nous voyons comme des évidences, ne peuvent plus être décrites comme telles parce qu'ils nous ont fait pratiquer en nous-mêmes une sorte de censure automatique intérieure. Ça porte un nom, ça s'appelle la castration. Nous luttons contre les forces de la castration. Et puis ils ont acheté la presse. Ils ont acheté la presse, car si l'on regarde, et Dominique Jamais en parlait tout à l'heure, si on regarde pour les plus âgés d'entre nous ce qu'on pouvait lire et écrire il y a seulement 30 ou 40 ans, et si l'on regarde aujourd'hui l'étroitesse du compartiment de ce qui est encore possible, on se rend bien compte qu'il s'est passé des choses. Que s'est-il passé? 2 choses. La première, des personnages ou des groupes richissimes, totalement cosmopolites ou transnationaux comme vous voudrez, sont des gens qui se sont progressivement appropriés l'ensemble des médias. Ils ont acheté la presse, les médias. Ça c'est clair. Et qui dit propriétaire dit pour le moins influence et capacité de dire ce qui convient ou ce qui ne convient pas aux affairistes en question. Et puis la deuxième chose que l'on souligne souvent, pas assez et à tort, c'est qu'une certaine bourgeoisie française, c'est qu'un certain enseignement français s'est orienté en sorte que nous n'avons pas dit à nos enfants, tu sais, si tu connais un peu la littérature, si ça t'intéresse un peu de faire de l'investigation, eh bien écoute, donc tu n'es pas trop fait pour le commerce, la haute finance, etc. Mais regarde, une carrière de journaliste, ça serait formidable. Qui a fait des carrières de journaliste? Qui aujourd'hui va étudier dans les écoles de journalisme? Qui sont les professeurs de journalisme? Qui sont les gens qui composent l'ensemble de ce milieu? L'ultra-gauche libertaire et les libertaires d'ultra-gauche. La réalité étant donc qu'on le voit d'ailleurs dans des intentions virtuelles de vote dans ces écoles,
On le voit aussi quand on s'entretient avec des patrons de presse supposés essayer d'aller plutôt à droite et qui disent « mais on ne trouve pas de journalistes, on n'arrive pas à avoir autre chose dans la main que des curriculum vitae de gens qui se réclament de l'inverse de ce que nous sommes censés défendre. » Il y a donc là, et c'est un appel que je lance ici de manière claire, il y a donc là des gens à former à nouveau, il y a des gens à reformer, il y a des jeunes à orienter, il y a des stages à faire, et pour notre part à TV Liberté, les bras sont ouverts aux stagiaires, il y a à former une partie de la jeunesse de France qui va maintenant, tout de suite, dans les années qui viennent, contribuer à l'indispensable redressement, c'est-à-dire s'emparer des médias. Oui, ils ont volé la liberté d'expression. Et oui, nous sommes, nous, les gendarmes de cette liberté d'expression. Et cela me conduit au second terme de mon exposé. En permanence, on voit bien la lutte du gendarme et du voleur. Le voleur, c'est eux les voleurs. Nous sommes les gendarmes de la liberté. Nous sommes les gendarmes de notre civilisation. Et cela conduit donc à regarder l'évolution et les facultés des médias alternatifs. En quelques mots. Premier constat. Le prodigieux espace de liberté que les technologies actuelles ont ouvert, par le biais des réseaux sociaux, d'Internet, etc., est un espace qui n'était pas prévu, à un point tel que ceux qui essayent de le contraindre, pour l'instant, n'y réussissent que très médiocrement. Il y a donc là un interstice, une ouverture des facultés. Bien entendu, beaucoup de nos amis se sont engouffrés légitimement, à bon droit, dans ces facultés. Cette révolution technologique va, dans les années qui viennent, soyez-en certains, au-delà de ce que vous voyez aujourd'hui, rendre l'écran, ce qu'on appelle l'écran, c'est-à-dire ça va de la télévision au portable, ça ira au GPS, ça ira dans la voiture, ça ira dans toutes les formes d'écran possibles et imaginables. Hein, la commutation de l'information d'un écran à l'autre va devenir la règle du jeu. Je pourrais la développer, ça n'est pas le lieu de le faire. Je vous dis simplement que dans les 5 à 10 ans, tout ce qui est produit à un endroit sur un écran pourra être commuté sur un autre, ce qui veut dire aussi que l'espace d'Internet, qui est actuellement un interstice, un espace réel mais limité, pourra se projeter dans l'espace public, pourra se projeter sur les écrans de télévision, et ainsi de suite. Deuxième élément concourant à l'extension des médias alternatifs, c'est-à-dire des médias libres, c'est l'extraordinaire foisonnement créatif, associatif, multimédia, régional, et cela est, je le crois, on peut le dire, un bon début. Soyons dans ce début modeste parce qu'aujourd'hui les chiffres réels, les taux d'écoute, la réalité de ces médias, c'est encore tout petit par rapport aux médias de propagande, tout petit. Mais c'est un tout petit qui n'existait quasiment pas, et c'est un tout petit qui fait des pas de géant. Marchons ensemble avec ces géants. Nous sommes, et je voulais le dire, nous sommes, en termes de médias et d'influence, très en retard sur la maturité de la population en termes électoraux ou en termes de lecture. Cela veut dire que nous devons mettre les bouchées doubles, car il n'est jamais de possibilité pour un pouvoir politique d'appliquer quelque programme ou quelque idée que ce soit, si derrière il n'y a pas le retentissement médiatique favorable ou au moins ouvert aux actes politiques qui sont menés. Autrement dit, il ne sert à rien que la politique gagne quelque chose s'il n'y a pas derrière le soubassement médiatique étayant, faisant valoir et permettant aux politiques d'exercer sa règle. Je voudrais donner 2 ou 3 perspectives rapides. La première, c'est vous inciter tous, et au travers de vous, tous ceux qui regarderont, nombreux sur les différents sites, la réunion d'aujourd'hui, les inciter à une grande mobilité. Dans cette course du gendarme et du voleur, nous devons être en permanence en pointe, nous devons être plus malins,
Nous devons, si nous sommes bloqués quelque part, aller à l'autre endroit. Et le public doit suivre et ne pas se dire « Oh là là, ils ont des difficultés ». Non, non. Les difficultés, c'est l'adversaire qui les crée. Et nous, nous devons être toujours plus souples, toujours plus intelligents, toujours plus mobiles. Un deuxième message que je veux également lancer, et je veux le lancer de façon très claire. Et pour ma part, je m'y engage. Au nom de TV Liberté et de l'ensemble de nos collaborateurs, mais au nom aussi de toutes les antennes régionales, tous les sites régionaux, tous les correspondants à l'étranger, nous sommes en train de constituer un véritable réseau. Eh bien, le message que je veux à cet endroit de mon exposé envoyer, il est simple. C'est un message de bienveillance, c'est un message de complémentarité, c'est un message d'acceptation de la concurrence, c'est un message de loyauté. Il serait scandaleux, alors que nous sommes encore tout petits, que des esprits étroits ne rentrent pas dans ce processus de reconquête indispensable à notre civilisation. Il importe donc que chaque activité, chaque opération, chaque association, chaque média, tout ce qui va dans le bon sens soit regardé par les yeux de tous avec bienveillance, aux yeux de tous en termes de complémentarité les uns avec les autres. Et s'il doit y avoir concurrence, eh bien, est-ce que la concurrence entre les médias dominants du système et les médias de gauche les ont empêchés de gagner? C'est tout le contraire. S'il doit y avoir concurrence, il y aura concurrence, et c'est très bien comme cela. Je veux donc vraiment envoyer ce message, soyons en état de reconquête et de bienveillance, et de fraternité et d'amitié les uns avec les autres dans nos médias alternatifs. Et puis enfin, un autre appel qui est celui au militantisme. Bien sûr, le militantisme, ça commence par donner. Les médias alternatifs ne vivent que par le don. Si vous cessez collectivement de donner, il n'y aura plus de médias alternatifs. Mais c'est aussi un appel à ceux que vous sentez, que vous connaissez, qui peuvent être entrepreneurs pour développer des médias libres, qui peuvent être militants, ambassadeurs des médias libres. Car s'il est vrai que ces médias, aujourd'hui, sont une portion congrue, il est vrai aussi qu'ils sont l'honneur et la gloire de notre civilisation. Pourquoi? Parce que quel est le grand marqueur de la civilisation européenne? Qu'est-ce qui distingue radicalement la civilisation européenne des civilisations autres, qualifiées souvent de froides, et en particulier des civilisations orientales et de son despotisme figé? C'est justement cette mobilité, cette souplesse, cette adaptation, cette créativité permanente, celle de la conquête, celle des arts, celle des sciences, celle des lettres, celle de la poésie, celle de tout ce qui fait la grandeur, de tout ce qui fait ce que nous aimons en nous, que nous avons produit, que nos ancêtres ont légué et que nous allons, nous l'espérons, léguer aux autres. Ce marqueur de notre civilisation, c'est cette mobilité et c'est cette liberté, car il ne peut pas y avoir d'évolution, il ne peut pas y avoir de mobilité, il ne peut pas y avoir de civilisation s'il n'y a pas de liberté d'expression et de liberté d'expression multiple. C'est, ne l'oublions pas, nos ancêtres grecs qui ont créé l'agora, ce lieu extraordinaire où on pouvait discuter et débattre de toutes choses en étant en désaccord, mais en pouvant le dire. Et c'est là-dessus que les philosophes se sont construits, c'est là-dessus que les arts se sont construits, c'est là-dessus que les sciences se sont construites. Oui, en face de ce pouvoir unique du mainstream médiatique, oui, en face de ce pouvoir unique de l'argent roi, nous exprimons dans l'interstice des médias libres, nous exprimons la renaissance et nous forgeons ensemble la reconquête.